L'hebdo politique. Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation dans l'hebdo politique numéro 4. Ce soir, je reçois Jean-Claude Rousselin, le président de l'Intercom Bernet Terre de Normandie. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Monsieur Rousselin, bonsoir. Vous êtes né en 1946 à Fontaine-la-Saurais. Vous êtes marié, papa de 3 grands-enfants. Vous êtes un adepte, dit-on, des affaires publiques locales depuis 1971. Vous avez fait des études à l'École spéciale de travaux publics de Paris. Vous avez été consultant en marketing, directeur commercial d'une grande entreprise européenne. Vous avez été conseiller municipal à Nassandre, président de l'Intercom Risle-Charentonne, président actuellement du pays de l'Intercom Pays Beaumentais, et vous êtes maire d'un village de moins de 400 habitants, Rouge-Perrier. Et là, maintenant, vous êtes président de l'Intercom Bernet Terre de Normandie. On va faire le tour avec vous de votre actualité. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Alors, monsieur Rousselin, 400 habitants, un petit village qui grossit petit à petit, puisque lorsque vous étiez maire, au début, il y en avait moins de 200. 192 exactement, 192. en 1983, oui. Qu'est-ce qui vous a attaché à ce village de Rouge-Perrier ? Sans doute le bien-être, aussi parce que effectivement je m'y trouve bien, ma famille s'y trouve bien. Et malgré mon travail assez éloigné, parce que j'avais mon bureau à Paris et je prenais souvent l'avion ou le TGV pour aller dans tous les points de la France, puisque j'étais directeur commercial France pour la France elle-même. Et donc, c'était bien situé pour moi. Donc, j'y avais tout un intérêt et ma famille s'y est beaucoup plu. Et pourtant, vous étiez conseiller municipal à Nassandre auparavant. J'ai été conseiller municipal à Nassandre pour le premier mandat. Ensuite, ils m'ont récupéré à Rouge-Perrier en 1977. Et puis, au bout de ce mandat, le maire, un jour, est venu me voir en me disant « Il faut que vous preniez ma place ». Ce qui n'était pas évident pour un cadre, effectivement, qui se déplaçait, etc. Il m'a dit, écoutez, vous y arriverez, c'est à peu près sûr, vous savez vous organiser. Donc, c'est comme ça que j'ai accepté. Vous étiez loin des affaires politiques à l'époque ? J'ai toujours aimé ça, mais sans être effectivement aussi proche que je le suis maintenant, effectivement. Donc, j'ai toujours aimé la vie publique, ça a été une de mes passions. Je pense même quand j'étais tout gosse, je me souviens, mes grands-parents me le disaient, ils me disent tu es fait pour la vie publique. Bon, voilà, c'était effectivement ce genre de réflexion que j'avais eue. Une première question d'ordre d'actualité nationale qui est donc brûlante depuis quelques jours. Ça bruisse en tout cas dans les couloirs, on en parle de plus en plus. Après son exclusion des Républicains, Sébastien Lecornu a sauté le pas. Il a sauté la marche, comme on dit. Il a rejoint donc La République En Marche. Votre sentiment, est-ce que ça vous paraît normal, logique ? Écoutez, c'est un choix qu'il assume lui-même, bien sûr. J'ai beaucoup d'amitié pour Sébastien Lecornu. Nous nous connaissons depuis longtemps, puisque pour avoir été dans le même parti, effectivement, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, parce que c'est quelqu'un d'effectivement de tout à fait exceptionnel. Et vu son âge, surtout, c'est vraiment quelqu'un qui a un très beau parcours. Et j'espère pour lui qu'il réussira très longtemps. Maintenant, il a fait un choix. Je ne dis rien, je n'ai rien à commenter sur ce choix. Ça vous a pas tenté, vous ? De changer de parti ? Éventuellement ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et je suis très ouvert, puisque pas plus loin qu'il y a 2 semaines à peu près, j'ai adhéré à l'invitation de notre député de la 2e circonscription, qui est Fabien Goudfart, comme j'ai reçu récemment également Marie Tamarel également à mon bureau. J'aime bien discuter avec les gens. Et puis en fait, vous savez, je ne suis pas macroniste, mais j'admire assez bien le travail que fait le président de la République. Justement, un petit regard sur cette politique. Pour l'instant, tout vous paraît sensé dans ce qu'il a mené comme réforme ? Il y aurait peut-être des choses à dire, mais notamment, c'est vrai que pour nous élus, la part est rude un peu, mais j'admire quand même la volonté du président de la République de vouloir rétablir les finances de notre pays.
je pense que c'est vital, et surtout vital pour les générations qui vont nous suivre. Donc là-dessus, je n'ai rien à dire. Alors, je ne suis pas forcément d'accord à 100% avec M. Macron la CSG, la ou avec son gouvernement. Voilà. La destruction des contrats aidés. Il y a effectivement des points sur lesquels on pourrait reparler de certaines choses. Les contrats aidés, notamment, qui aident beaucoup les communes. Oui, encore sur ce point-là, moi, j'étais assez partagé parce que le contrat aidé, nous en avons tous profité, mais je pense que certains sont allés trop loin et qu'il fallait effectivement rétablir l'ordre des choses. Le produit de la taxe d'habitation ne sera pas supprimé, il sera compensé à l'euro près par l'État aux communes, ce qui veut dire qu'il n'y aura aucune perte de recettes, c'est vrai ? Oui. Alors ça, je n'en ai pas la garantie. Voilà un des points. On nous le dit, M. Goodfarb notamment, notre député que j'ai rencontré par deux fois, m'a assuré que nous serions effectivement garantis au moins du produit. Mais comme tous ces produits-là, ça veut dire qu'effectivement, l'année prochaine, ça devrait se passer, dans les 3 années tout au moins, ça devrait se passer normalement. Mais après, je pense que ça risque d'être bloqué et mettre en difficulté quand même les communautés. Donc les maires ne verront pas cette notion diminuer, en tout cas d'un centime pour le moment, mais ça peut évoluer. Ça peut évoluer. Les maires sont déboussolés, notamment dans le département de l'Eure, depuis quelques mois, à l'image de Guy Lefranc, le maire d'Évreux, qui a appelé ses collègues à protester contre des mesures prises par le gouvernement. On vous a senti un peu loin de cette agitation ? Oui, je ne suis pas un fada des agitations, des manifs, ni quoi que ce soit. Vous avez un droit de réserve, peut-être ? Oui, pas nécessairement, mais je pense que moi, j'aime bien le dialogue. Faire la manifestation dans la rue, ce n'est pas mon tempérament. J'y suis allé déjà, des fois, mais je ne suis pas un passionné de ce genre de manifestation. Vous avez jugé comment l'arrivée de M. Wauquiez à la tête d'une nouvelle droite, que certains semblent dire un peu plus dure que les précédentes ? Ouais, c'est votre famille. Oui, mais je le connais très mal, M. Wauquiez. Hein. Je vous avoue qu'hier soir encore, je le voyais à la télévision. Et que vous avez été d'hiver droite au début de votre carrière politique. Ensuite, vous avez été affilié. Je suis affilié aux Républicains, les Républicains maintenant, mais c'est vrai que pour ma part, j'aurais besoin effectivement d'approfondir un peu parce que c'est difficile pour ce parti. Il est complètement déboussolé, je dirais, vulgairement. Et je pense que la partie va être difficile pour la suite. Hein. Le choix est faible. Le choix est sûrement. Je continuerai à soutenir effectivement ce parti parce que effectivement, moi je suis avant tout, je dois vous dire, gaulliste, et c'est surtout de ce côté-là qui me fait tenir dans ce parti. Puisque gaulliste, peut-être les gens auraient tendance à vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Mais pour moi, ça veut dire toujours quelque chose. Il y a une certaine éthique autour de Gaulle que je respecte. Et donc, je souhaite effectivement rester dans ce mouvement. Vous êtes de la droite sociale humaniste. Voilà, c'est ça. C'est ce que représentait M. Juppé à une époque. Voilà, c'est un peu mon cheval de bataille, si je puis dire. On va revenir à des sujets plus terre à terre. La population s'impatiente en France et notamment en Normandie sur le fameux très haut débit. Les infrastructures numériques, on en a besoin, notamment pour la relance de l'économie française. Ça a été un cheval de bataille du président Sébastien Lecornu, Hervé Moret aussi en tant que président d'Heure Numérique. Certaines communes et beaucoup de PME sont encore un petit peu à l'arrêt ou un peu encore oubliées. Ça pêche à quel endroit ? Qui ne joue pas le jeu ? Alors, aujourd'hui, je dirais que ça avance, mais plus doucement que ça n'était prévu. Et M. Moret, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, avec les élus de la région de Bernay notamment, nous a bien expliqué effectivement le fait que 2 entraves, parce que financièrement, tout est calé. D'ailleurs, la preuve, c'est que même notre intercom a décidé effectivement d'investir 9 millions, ce qui n'est pas rien, dans l'équipement numérique de son territoire, portant la prise avec fil, avec le câble sur les communes de Ménilhandou, sur les communes de Broglie, etc. Donc c'est effectivement un progrès.
La simple raison pour laquelle ça patine, c'est effectivement les entreprises qui elles-mêmes... Les opérateurs aussi. Les opérateurs ne sont pas en mesure d'assumer, mais les entreprises aussi, dans l'installation. Les entreprises, parce qu'elles n'ont pas tout à fait le personnel requis, et justement, Hors Normandie Numérique, on appelle ça aujourd'hui, Hors Normandie Numérique a lancé un programme de formation conjoint avec les entreprises qui accédaient à leur marché de façon à faire accélérer les choses. Le problème, c'est un problème de personnel. Deuxièmement, un problème matériel. Le problème matériel, c'est qu'aujourd'hui, on ne fournit pas en France assez de fibres optiques pour répondre à l'avancement des travaux. On ne fournit pas assez de gaines également pour accéder, faire avancer les travaux. Donc voilà, c'est effectivement ces problèmes-là d'abord qui surgissent. Et puis, il y a eu quelques déboires au début que reconnaît en Normandie Numérique, c'est-à-dire que des entreprises ont souscrit au marché et n'ont pas été en mesure de bien répondre. Aujourd'hui, c'est surveillé de très près, ça je leur fais confiance, et que je pense qu'on va essayer d'avancer un peu plus vite, mais les échéances qui avaient été données risque d'être un petit peu dépassé. Mais je dirais... Vous, à Rouge-Perrier, vous êtes fibré ou... Fibré, Rouge-Perrier 2019. Vous êtes parmi les chanceux ? Voilà. Ça a été plus vite parce que l'Intercom l'avait décidé auparavant ? C'est parce que nous sommes dans un secteur qui permet rapidement, effectivement, de passer la fibre. D'accord. C'est surtout ça. Parce que c'est pas un choix de dire un tel ou un tel aura la montée en débit et puis l'autre aura la FTTH, comme on dit. Et, en fait, c'est parce que nous sommes bien placés dans le contexte de développement de la fibre par rapport à d'autres secteurs. Il se trouve que nous sommes effectivement dans un secteur où il est plus facile de mettre la fibre directement. On a une date, là, une échéance ? Pour nous, normalement, 2019. Je suis prudent, je dirais 2020. C'est ce que je dis à mes habitants, d'ailleurs, en disant, voilà, ce sera à peu près ça. On passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. L'hebdo politique suite où je reçois Jean-Claude Rousselin, le président de l'Intercom Bernet Terre de Normandie. Une question sur l'énergie. Je sais que c'est un domaine que vous avez, pratiqué pendant longtemps dans vos différents mandats. Sébastien Lecornu, notre ancien président et actuel secrétaire d'État, nous annonce que d'ici le mois de décembre sera discuté le fameux projet de la mise en place de la transition et des contrats de transition écologique pour les territoires. Mais chez nous, malheureusement, il n'y a que le Havre qui pourrait en bénéficier avec sa centrale charbon. Comment les autres territoires normands pourraient bénéficier justement de cette nouvelle disposition ? Bien, écoutez, je pense que nous travaillons essentiellement sur, on est sur l'éolien, les énergies renouvelables d'une manière globale. J'étais encore en réunion ce matin, c'est pour ça. Je n'étais pas là à Évreux ce matin parce qu'il y avait une réunion importante en matière d'énergie renouvelable, et notamment sur les éoliennes. Nous avons déjà un départ avec un chantier en cours qui est celui de Brétillon-le-Thon, qui effectivement avance très bien, que j'ai encouragé d'ailleurs parce qu'après 13 ans pendant lesquels ça a beaucoup patiné, aujourd'hui, effectivement, nous sommes arrivés à une solution. Maintenant, nous avons d'autres projets, nombreux d'ailleurs dans notre territoire, assez nombreux quand même, et nous voulons les encourager. C'est pour ça que nous étudions effectivement non seulement aider les communes, je dirais, d'une façon morale, mais aussi financière peut-être, par une mise en place effectivement d'une aide, ou tout au moins en participant à des fonds de concours ou à des SEM qui nous permettraient effectivement d'arriver à aider à financer les projets éoliens, voire solaires aussi, puisque nous en aurons un très fort à Malville, sur le site de la déchetterie de Malville. D'accord. Les grandes infrastructures, la voirie, les transports, la mobilité, c'est des sujets que vous maîtrisez plutôt bien, notamment dans certains domaines, pour avoir côtoyé de près ces instances professionnelles. Mais dans certains secteurs, ça pêche. On investit à tort ou on économise un peu trop. La baisse de dotation de l'État n'est-elle pas par moment une fausse excuse ? Oui, alors... Certaines communes investissent à fond, il y a des travaux, notamment durant l'été, etc. On se demande pourquoi. Oui. Pour nous... Il faut faire un peu la police. Voilà, il faut faire un peu la police. Mais pour nous, comment dirais-je...
La mobilité, c'est une de nos premières préoccupations, bien sûr. Elle l'était déjà avant la fusion, pour tout au moins la communauté de communes que je présidais. Mais elle était difficile à réaliser à l'échelon de 17 000 habitants et dans un secteur. Nous espérons qu'effectivement, avec le territoire que nous avons aujourd'hui, nous pourrons organiser une mobilité. Je dirais une, parce que l'organiser sur le plan total, ça sera très difficile, vraiment. Mais je compte aussi beaucoup sur les partenaires que peuvent être la région là-dessus. Et aussi, bien sûr, sur l'atout que nous avons avec le fait que nous ayons les lignes Rouen-Cerquigny et Paris-Cherbourg qui traversent notre territoire, en espérant que des aménagements permettront effectivement de donner un accès plus important au transport public. Donc la question me paraît logique. Vous êtes à la tête d'une structure qui a été voulue par l'État, la nouvelle Intercom. Mais il y a des belles ambitions, il y a des beaux projets, mais est-ce qu'on vous donne les moyens justement d'aboutir? Pour l'instant, c'est beaucoup de promesses pour le moment. Très difficile, parce qu'en plus, effectivement, d'abord parce que nous sommes dans le contexte d'une nouvelle organisation, 5 communautés de communes, rurales avant tout. C'est pas facile à mettre en place. Il y a effectivement certaines difficultés organisationnelles, mais ça y est, qui vont arriver à s'amenuiser et à même se régler. Mais maintenant, après, de vérifier, c'est pas au bout d'un an, je dirais que j'ai la possibilité de projeter l'avenir avec une sérénité complète, sachant qu'il faut bien que j'ai déjà le bilan de la première année pour pouvoir aller plus loin. C'est ce que nous allons faire dans les mois qui viennent, de façon à nous projeter dans l'avenir et voir quel type de projet nous pourrons mettre en avant en priorité. Mais nous avons aussi, j'ai prévu effectivement dès janvier de mettre en place un projet de territoire qui va être largement travaillé par les élus et par d'autres populations d'ailleurs pour pouvoir se donner des directives dans les années qui viennent. Il y a une soixantaine de communes, grosso modo. Plus que ça, 80. Oui, mais une soixantaine de petites communes qui se sentent encore étranglées financièrement. Oui. Est-ce que ces communes-là ont bien digéré le fait d'être, entre guillemets, absorbées ou mariées de force pour certaines dans cette intercom? C'est difficile. C'est difficile encore maintenant. Le pas est... Je pense même certaines n'avaient pas encore bien assimilé leur insertion dans des communautés bien moins grosses. Et aujourd'hui, d'être dans une grande interco, pour eux, effectivement, c'est très difficile à comprendre. Chaque élu arrive à exister malgré tout? Oui, bien sûr. Le gros problème, ça sera de résoudre effectivement les échanges. Mais les échanges, je vais m'appliquer effectivement à ce que ces échanges se fassent de la meilleure façon possible, soit de visu, soit par des moyens modernes, comme le numérique, etc., de façon à pouvoir échanger largement avec eux. Parce que c'est ça aussi la clé de la réussite, c'est d'être en phase avec les maires des communes, quoi. Ouais. Alors, les questions qui fâchent, Monsieur Rousselin. Allons-y. Le conseil communautaire de l'Intercom qui s'est réuni récemment à Beaumont a débattu de la modification de ses statuts à la suite de la validation du texte précédent par la préfecture. Oui. Un nouveau texte doit être validé avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Le projet de délibération sur l'intérêt communautaire examiné par l'Assemblée sera quant à lui soumis au vote d'ici le 14 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, d'abord deux choses. On a eu du mal à s'accorder sur les statuts de... Oui, alors oui. La plus grosse difficulté, justement, c'était de s'accorder notamment sur la voirie. Parce que vous imaginez bien que 5 communautés communes différentes n'avaient pas les mêmes statuts, les mêmes façons de faire, les mêmes façons de voir les choses, etc. Et que, effectivement, lorsqu'il a fallu agglomérer ça, je dois dire, ça ne s'est pas forcément bien passé. Et on a dû revoir plusieurs fois la copie à propos des statuts. Les statuts, donc, ils vont être strictement reportés comme ils étaient dans chaque communauté de communes pour le 1er janvier 2018. Et ensuite, ils vont être débattus au sein, effectivement, des assemblées qui sont prévues dans le cadre du projet de territoire. C'est-à-dire que là, il faudra faire des choix. Il est certain que les choix ne seront pas forcément unanimes. Ils ne seront pas les mêmes que chaque communauté de communes pouvait l'envisager. Vous allez en fâcher quelques-uns encore.
Oui, c'est possible, mais c'est ce qui arrive à beaucoup d'autres communautés de communes que je connais bien aussi, qui sont de la même taille que les nôtres et que la nôtre. Et donc, voilà, ça, c'est le côté difficile. Alors, c'est pour ça que ça a été revu. Revu aussi parce que, en fait, la copie qui a été adressée au service de l'État a été retoquée sur la forme, mais pas sur le fond. En fait, c'est ça, c'est sur la forme. Ouais. Et donc, on a revu ça. Je dois vous dire, en plus, tout change, puisque nous avions l'obligation d'avoir 9 compétences pour, comment dirais-je, pour obtenir ce qu'on appelle la DGF bonifiée, qui n'est pas rien. Hein. C'est pour ça que j'insiste, la DGF bonifiée, chez nous, c'est près de 2 millions, 2 millions d'euros. Donc, on ne peut pas échapper à cela. Et on n'en a pas les moyens, tout au moins. Et il se trouve qu'avec la nouvelle rédaction, nous avons pu effectivement trouver ces 9 compétences. D'ailleurs, grâce au concours de la ville de Bernay, qui nous a permis d'intégrer la politique de la ville dans une des compétences. Et nous avons donc réussi ça. Eh bien, entre-temps, je dois vous dire, notre animateur bureau d'études qui m'accompagnait dans ce projet, dans la nuit qui précédait notre assemblée générale, eh bien, il a été voté que nous pouvions être à 8. Or, nous sommes à 9. Voilà. Un autre sujet aussi qui vous a un peu agacé, c'est question économie, la vente de la plateforme logistique Concordia, qui a fait beaucoup parler. Oui. Un établissement qui valait près de 900 000 euros, vendu 500 000. Oui. Il y a une perte lourde. Oui, alors je vais vous expliquer. En fait, quand nous explique déjà ce qu'est Concordia. Concordia, effectivement, c'était un bâtiment destiné. Nous étions compétiteurs, comme d'autres collectivités d'ailleurs, et nous avions été choisis par le projet que nous présentions pour assumer effectivement une plateforme logistique pour les hôpitaux d'abord du Neubourg, Harcourt, Brionne, Pont-Autou, et puis ensuite tous les hôpitaux qui étaient demandeurs sur le département, voire ailleurs, et aussi les collectivités publiques. C'était en fait une plateforme d'achat public. Hein, et cette plateforme, malheureusement, changement de directeur, etc., il a été décidé de dissoudre le GIP Concordia, et ça à mi-2016. Et donc, évidemment, nous étions engagés par une convention sur 20 ans pour pouvoir... pour louer ce bâtiment. Et cette convention était dénoncée par le fait que lorsqu'on est, effectivement, comme toute entreprise qui dépose son bilan, lorsqu'il n'y a plus de sous dans la caisse, si je puis m'exprimer ainsi, l'arrêt des paiements survient. Or, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé parce que d'abord, la liquidation avait été prononcée trop tôt et donc elle a été reportée à une date ultérieure. Et puis, j'ai signé un accord cadre avec les 4 hôpitaux qui étaient les actionnaires de ce GIP Concordia pour nous assurer le paiement des loyers jusqu'à fin 2018. Et avant fin 2018, si nous trouvions un acheteur, un preneur, j'arrêtais effectivement de ponctionner effectivement les hôpitaux de cette dette vis-à-vis du GIP Concordia. Donc... nous avons effectivement fait évaluer ce bâtiment. Le prix du marché aujourd'hui, c'est plus 900 000. Ah, c'est comme des maisons. Il y a des maisons qui baissent aussi beaucoup de prix. 900 000, c'est à peu près le prix, grosso modo. Et aujourd'hui, 500 000 net pour nous. C'est effectivement l'évaluation des domaines. C'est l'évaluation haute parce que c'était dans la tranche de 400 à 500 000. Nous avons eu des candidats à l'achat. Et j'ai pris le meilleur, celui d'abord qui présentait des conditions, sérieuses pour pouvoir acquérir ce bâtiment. Et puis, il y avait d'autres acheteurs pour 450 000, et voire moins quelquefois. Donc, je n'ai pas pris, bien sûr. Et je vais vous dire, aujourd'hui, effectivement, ce bâtiment, le but, ce n'était pas de faire du bénéfice sur le loyer. On touchait les loyers, on remboursait notre emprunt. Aujourd'hui, on a effectivement, on continue de percevoir les loyers et dès l'achat du bâtiment à 500 000 euros, nous remboursons l'emprunt plus les frais liés effectivement à un remboursement anticipé, ce qui fait que grosso modo,
nous aurons 440 000 au plus à rembourser et non pas 500 000. Ce qui fait qu'effectivement, le but pour nous, ça a été une solution blanche pour l'affaire en question dès le départ. Ça l'est encore, puisque non seulement ça, on va effectivement rembourser le tout, on va se libérer d'une charge d'un emprunt qui va effectivement nous donner la possibilité, nous réduire notre charge d'emprunt, ou donner la possibilité d'en ouvrir d'autres pour d'autres opérations. Et tout ça sans que le contribuable n'ait à payer quoi que ce soit. Très bien. Voilà. La dernière question, M. Rousselin. Oui. Vous avez été ouvertement soutenu par des grands élus et des grands électeurs pour votre accession à l'Intercom. Mais peu de ceux-là se sont manifestés lorsque vous étiez un peu dans la tourmente, jeté un peu au loup dans une affaire un peu, on va dire, sombre dans la presse. Est-ce que vous avez des amis dans la politique, véritablement ? Est-ce qu'on a des amis dans la politique ? C'est une question Je ne sais pas. C'est une question que je vous pose. Je ne sais pas. Moi, ce que je dois vous dire, c'est effectivement, d'abord, affaire sombre, elle n'est pas pour moi, si vous voulez. On n'en parle pas puisqu'on... Bien sûr, mis à part que, effectivement, peut-être le seul reproche qu'on peut m'adresser, mais ça, c'est le lot, c'est d'avoir signé peut-être certains documents sans que j'ai la teneur, mais vous savez, compte tenu de ce que l'on signe, etc. D'autre part, il n'y avait pas non plus... les faits qui nous étaient reprochés, je l'affirme, hein, effectivement, jusqu'à une solution qui est arrivée enfin, d'ailleurs, fin 2016. Ce qu'on appelle le RIFSEP, hein, qui permet effectivement d'intégrer primes, heures supplémentaires, etc., dans un même salaire. Eh bien, si nous avions eu ça avant, nous n'aurions jamais eu ce problème. Et c'est vrai que la solution, la chose qui s'est produite, c'est une chose... Quand j'ai signé la première fois, on m'a dit c'est une chose qui se pratique. Et pas n'importe qui m'a dit ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'ai rien d'autre à dire. Maintenant, effectivement, pour moi, c'était difficile, c'est dur. Surtout que je me suis pas enrichi, j'ai pas quoi que ce soit, hein, bien sûr. Mais c'est effectivement moralement, c'est dur. Bien. C'est une attaque très dure. Merci Jean-Claude Rousselin d'avoir été notre invité dans cet hebdo politique. On peut retrouver cette émission en podcast, vous le savez, sur notre site www.radiosensation.fr. Bonsoir. Merci. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.